tenez-vous au centre de votre jardin par un après-midi torride de juillet et écoutez attentivement. Sous le bourdonnement des cigales et le rugissement lointain de la circulation banlieusarde, un saignement silencieux et invisible se produit juste à vos pieds. Vous êtes témoin d'une scène de crime où la victime est votre approvisionnement en eau, et le coupable est l'industrie même qui a promis de vous sauver. On nous a vendu un mensonge, enveloppé dans un emballage brillant et vendu dans les quincailleries pour 40$ pièce. Regardez l'allée d'irrigation moderne, des rangées de minuterie en plastique, des kilomètres de tuyaux d'égouttement en polyéthylène, des vannes intelligentes compatibles Wi-Fi et des têtes d'arrosage à haute pression. C'est une cathédrale technologique construite pour vénérer un défaut fondamental, l'arrosage en surface. Chaque fois que vous allumez cet arroseur ou réglez cette minuterie d'égouttement, vous menez une bataille perdue d'avance contre la thermodynamique. Considérez l'absurdité même du protocole standard. Nous pulvérisons de l'eau dans l'air en l'atomisant en une fine brume qui commence à s'évaporer avant même qu'elle ne touche le paillis. Nous inondons la surface du sol, espérant que la gravité l'entraîne assez rapidement vers le bas pour vaincre le soleil. Mais nous la regardons souvent stagner et ruisseler, emportant de précieuses terres arables dans le caniveau. L'Agence américaine de protection de l'environnement admet que jusqu'à 50% de l'eau utilisée pour l'irrigation extérieure est gaspillée en raison du vent, de l'évaporation et des méthodes d'application inefficaces. 50%. Imaginez acheter 2 gallons d'essence et en verser un directement sur le trottoir. Pourtant, c'est la norme acceptée. Pourquoi? Parce que le modèle d'évaporation est rentable. Si l'eau disparaît, vous devez en acheter davantage. Si les tuyaux en plastique se fissurent sous le rayonnement UV, vous devez en acheter davantage. Vous avez été intégré dans un cycle de consommation, attaché à un tuyau comme un patient d'hôpital à une perfusion intraveineuse, regardant anxieusement les feuilles s'affaisser dès que vous vous éloignez. Mais si je vous disais qu'il y a 4000 ans, avant l'invention de la pompe électrique ou du tuyau en PVC, les agriculteurs des régions les plus arides de Chine et d'Afrique du Nord cultivaient des récoltes luxuriantes avec une fraction de l'eau que nous gaspillons aujourd'hui. Ils n'ont pas combattu le soleil, ils l'ont complètement contourné. Ils n'ont pas forcé l'eau sur la plante. Ils ont laissé la plante réclamer de l'eau. Nous sommes sur le point de déterrer un fantôme, un chef-d'œuvre de technologie simple que les géants de la pétrochimie ont enterré sous une montagne de déchets plastiques. Pour trouver l'antidote à cette absurdité moderne, nous devons nous débarrasser de l'arrogance de la mentalité de la Silicon Valley et remonter à la dynastie des Han occidentaux, plus précisément à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Pendant que nous étions occupés à réinventer la roue avec des capteurs et des solénoïdes, l'humanité avait déjà résolu le problème de l'irrigation il y a 2000 ans. La réponse se trouve dans les restes fragmentaires d'un ancien manuel agricole, connu sous le nom de Fan Shengqi Shu. Fan Shengqi n'était pas simplement un agriculteur. Il était un haut fonctionnaire consultatif qui comprenait que l'eau était une ressource stratégique et non une marchandise à gaspiller. En 18 chapitres, il a exposé un plan de survie dans les climats arides. Mais une technique se distingue par sa pertinence étonnante. L'utilisation de récipients en terre cuite enterrée pour l'irrigation. C'est le pionnier oublié de la technologie agricole. Le concept est désarmant de simplicité, mais il est antérieur et surpasse nos réseaux complexes de pompes et de tuyaux. Fan a décrit l'enfouissement de jarres en argile remplis d'eau près des racines des cultures, une technique qui sera plus tard reconnue mondialement sous le terme espagnol hola, prononcé hoya. Ce n'est pas du folklore primitif, c'est une science empirique
qui a été validée par des millénaires de récoltes. Lorsque vous regardez les données, la comparaison entre cette méthode ancienne et l'irrigation de surface moderne est humiliante pour l'ingénieur moderne. Les études de terrain contemporaines, utilisant la méthode Holla, ont toujours démontré un taux d'efficacité de l'eau de 50% à 70%, supérieur à celui des systèmes d'irrigation goutte à goutte standard. Laissez cela s'infiltrer. Nous parlons d'économiser plus de la moitié de l'eau, actuellement déversée sur nos cultures. Alors qu'un système d'arrosage perd jusqu'à 40% de sa charge utile par évaporation avant même qu'elle ne pénètre dans le sol, et que les tuyaux d'égouttement se bouchent ou se dégradent fréquemment. Le récipient en argile enterrée fonctionne à près de 100% d'efficacité. Chaque goutte d'eau à l'intérieur du récipient est acheminée directement vers la zone cible. Il n'y a pas de ruissellement de surface. Il n'y a pas d'évaporation parce que l'eau ne voit jamais le soleil. C'est un système qui crée un réservoir souterrain, imitant la nappe phréatique naturelle, mais il ne nécessite ni électricité ni pression. Nous avions la machine parfaite et autorégulée entre nos mains il y a 20 siècles, enregistrée en noir et blanc par Fan Chengchi. Et nous l'avons échangée contre des tubes en plastique qui se fissurent après 3 étés. La question n'est plus de savoir, est-ce que ça marche? Les livres d'histoire et les rendements des récoltes des anciens prouvent que oui. La question terrifiante est, pourquoi avons-nous cessé de l'utiliser? Si la physique est saine et que l'histoire essaie prouver, nous arrivons à la question inconfortable qui vous fait généralement rire d'un cours d'agronomie universitaire. Pourquoi cette technologie est-elle pratiquement éteinte dans l'Occident moderne? La réponse ne réside pas dans l'horticulture, mais dans l'économie. La disparition de Lola n'est pas un échec de fonction, c'est une victime du boom industriel de l'après-guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, la machine mondiale était inondée de capacités de production excédentaires de caoutchouc synthétique et de plastique. Les géants de la pétrochimie avaient besoin d'un nouveau marché, et ils l'ont trouvé dans la cour américaine. Ils ne nous ont pas seulement vendu des tuyaux d'arrosage. Ils nous ont vendu une philosophie de commodité qui était en fait une masterclass d'obsolescence programmée. Considérez le modèle commercial d'un système d'irrigation goutte à goutte en plastique. Il repose sur des tuyaux en polyéthylène, des goutteurs en plastique, des régulateurs de pression et des minuteurs numériques. Chacun de ces composants a une durée de vie limitée. Le rayonnement ultraviolet du soleil rend le plastique cassant en quelques saisons. L'eau dure obstrue les goutteurs. Les cycles de gel-dégel fissurent les collecteurs. Cette fragilité est une caractéristique, pas un défaut. Elle garantit un flux de revenus récurrent pour le fabricant. Chaque printemps, vous êtes de retour au magasin, le portefeuille à la main, pour remplacer la technologie avancée qui vous a fait défaut. Maintenant, comparez cela avec un récipient en terre cuite, cuit à basse température et enterré sous terre. Il est insensible aux rayons UV. Il ne se bouge pas car il suinte l'eau au niveau moléculaire. À moins de prendre une pelle et de le casser physiquement, il peut durer des générations. Il n'y a pas de revenu récurrent dans un produit qui ne se casse jamais. Il n'y a pas de croissance du cours de l'action dans une solution qui ne nécessite que de l'argile locale. Et un feu. Lola a été effacée de la conscience du consommateur parce qu'elle était trop efficace pour être rentable. Nous avons été détournés de l'autonomie de la physique et conduits vers la dépendance de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons échangé une infrastructure permanente contre une infrastructure jetable, convaincus par un marketing astucieux que nouveau signifiait meilleur, alors que la technologie vraiment avancée était enfouie dans la poussière de l'histoire, attendant que nous réalisions que nous avions été escroqués.
Débarrassons immédiatement cette méthode de tout mysticisme. Il n'y a pas de formule magique lancée sur le jardin. Il n'y a que l'efficacité brutale de la physique. Ce à quoi nous avons affaire ici est un phénomène connu sous le nom de potentiel matriciel, un concept qui explique comment ce système fonctionne comme un ordinateur entièrement autonome et sans capteur. Pour le comprendre, vous devez cesser de considérer l'eau comme un liquide que vous versez et commencer à la considérer comme une force recherchant l'équilibre. Le récipient en terre cuite, non émaillé, n'est pas simplement un récipient. C'est une membrane semi-perméable. Lorsque vous l'enterrez et le remplissez d'eau, vous établissez un face-à-face entre deux forces physiques. À l'intérieur du pot, vous avez une pression hydrostatique, le poids de l'eau qui pousse vers l'extérieur contre les parois en argile. À l'extérieur du pot, vous avez le sol. C'est là que la science invisible prend le relais. Un sol sec possède une forte tension d'humidité, ou succion. En termes physiques, il a un potentiel matriciel négatif. Il a chimiquement soif. La terre sèche exerce une attraction physique sur les molécules d'eau piégées à l'intérieur de l'argile poreuse, les attirant à travers les capillaires microscopiques de la paroi et dans la matrice du sol, par capillarité. Voici le génie de la conception. Le système est autorégulé. Il possède une boucle de rétroaction qu'aucun capteur électronique ne peut égaler. Au fur et à mesure que le sol autour du pot devient humide, son potentiel matriciel diminue. La force de succion diminue. Une fois que le sol atteint sa capacité au champ, le point où il est parfaitement hydraté, la tension s'égalise avec l'eau à l'intérieur du pot. Le flux s'arrête, instantanément. Il n'y a pas de vannes à fermer, pas de solénoïdes à déclencher. L'eau reste simplement là, conservée à l'intérieur du récipient, jusqu'à ce que les plantes assèchent le sol ou que le soleil évapore l'humidité du sol, ce qui fait augmenter la tension et redémarrer le flux. Alors que l'irrigation moderne fonctionne avec une pression positive, forçant l'eau à sortir, que la plante en ait besoin ou non, ce système fonctionne avec une pression négative. Il ne libère de l'eau que lorsque les lois de la thermodynamique l'exigent. C'est le seul système d'irrigation existant qui ne peut physiquement pas trop arroser une plante. Ne commettez pas l'erreur de penser que vous pouvez simplement entrer dans une jardinerie, acheter un pot de fleurs émaillées, l'enterrer et vous attendre à un miracle. Vous enterreriez un cercueil, pas un système de survie. Pour reproduire le génie de Fan Shengshi, nous devons concevoir le récipient avec la précision d'un fabricant de filtres. Le secret ne réside pas dans la forme du pot, mais dans l'architecture microscopique de ses parois. Nous recherchons un état de la matière spécifique, connu sous le nom de biscuit ou de terre cuite à basse température. Un état où l'argile est suffisamment dure pour survivre sous terre, mais suffisamment poreuse pour transpirer. Cela nécessite un protocole de cuisson très spécifique que les céramiques industrielles modernes évitent souvent au profit d'une durabilité à haute brillance. Nous devons cibler une température de cuisson comprise entre 800 degrés Celsius et 900 degrés Celsius, environ 1470 degrés Fahrenheit à 1650 degrés Fahrenheit. Si vous dépassez cette température, en approchant 1000 degrés Celsius ou plus, la silice contenue dans l'argile commence à fondre et à se lier, un processus appelé vitrification. Un pot vitrifié est en verre. Il est imperméable, et pour nos besoins, il est inutile. Nous avons besoin que les particules d'argile se lient juste assez pour conserver leur forme, tout en laissant ouvert entre elles un vaste réseau labyrinthique de capillaires microscopiques. C'est la membrane parfaite. Elle crée une conductivité hydraulique, suffisamment lente pour empêcher l'eau de simplement s'écouler, mais suffisamment rapide pour suivre le rythme de transpiration d'un plant de tomates assoiffé en août.
Essentiellement, cette taille de pore, mesurée en microns, est le système de sécurité ultime contre l'intrusion des racines. Dans une ligne d'irrigation goutte à goutte, les racines détectent la source d'humidité, envahissent l'émetteur et obstruent le système en une saison. C'est une fatalité biologique. Mais avec une ola correctement cuite, les pores sont physiquement trop petits pour que même les poils absorbants les plus fins puissent pénétrer. Les racines peuvent sentir l'eau, elles peuvent embrasser le récipient, elles peuvent boire à la surface, mais elles ne peuvent pas percer la forteresse. Nous avons effectivement créé une barrière sélective qui permet aux molécules d'eau de sortir, mais interdit à la matière biologique de pénétrer. Il s'agit d'un système de filtration qui n'a jamais besoin d'être changé. Une membrane qui s'auto-nettoie grâce à la simple physique des différentiels de pression. Passons maintenant du laboratoire de l'esprit à la réalité du sol. L'excavation n'est pas un acte de force brute, c'est une insertion chirurgicale. Lorsque vous déployez ce système, vous ne faites pas que planter un pot, vous installez un moteur hydraulique dans la croûte terrestre. La règle d'engagement est le contact absolu. Creusez un trou d'environ 3 fois la largeur du récipient, suffisamment profond pour que le col de l'ola dépasse exactement de 2 pouces au-dessus de la surface. Ce col exposé est votre interface, la seule partie du système qui verra le soleil, et il doit être bouché pour empêcher l'évaporation et l'entrée de débris. Mais l'ingénierie essentielle se produit sous la surface. Lorsque vous remblayez le trou, ne vous contentez pas de pelleter de la terre sans serrer autour de l'argile. Vous devez tasser la terre contre les parois du récipient avec une force délibérée. Nous essayons d'éliminer l'ennemi de la capillarité, l'air. Un espace d'air est une déconnexion dans la chaîne hydraulique. Il rompt la tension qui attire l'eau vers l'extérieur. Si le sol n'embrasse pas physiquement l'argile, la physique du potentiel matriciel échoue et le système cale. Vous avez besoin d'un continuum homogène entre l'eau à l'intérieur, à travers la paroi poreuse et directement dans la matrice du sol. Une fois enterré, remplissez immédiatement le récipient à ras-bord. C'est la phase de désamorçage. Vous choquez le sol sec avec une disponibilité soudaine d'humidité, initiant la formation du panache d'humidité. Imaginez un bulbe souterrain, une sphère invisible d'humidité qui rayonne vers l'extérieur et vers le bas à partir de l'argile, ignorant complètement la surface. C'est la zone cible. Vous n'arrosez pas les mauvaises herbes à la surface. Vous créez un sanctuaire dans la terre sombre et fraîche où vivent réellement les racines. Nous sommes maintenant témoins de l'intelligence biologique de la plante elle-même, un phénomène qui expose la stupidité fondamentale de l'irrigation de surface. Lorsque vous arrosez par le haut, vous entraînez vos plantes à être faibles. Vous créez un syndrome de la racine paresseuse. En saturant les premiers centimètres de sol, vous encouragez les racines à se regrouper près de la surface, à la recherche du repas le plus facile. Cela les rend vulnérables à la chaleur brûlante, au cisaillement du vent et à l'évaporation rapide. Vous avez conçu une dépendance. Dès que vous manquez un arrosage, la surface sèche et les racines paniquent. Mais lorsque vous enfouissez la source d'eau, vous déclenchez un mécanisme primal, codé dans l'ADN de la plante, l'hydrotropisme. L'hydrotropisme est la croissance directionnelle des racines en réponse à un gradient d'humidité. C'est une chasse biologique. La plante détecte l'humidité croissante dans l'air du sol vers le récipient enterré et dirige son allongement cellulaire vers le bas et vers l'intérieur. Elle ignore la surface sèche et cuite et concentre son énergie dans les profondeurs fraîches et stables. Cela change toute l'architecture de la plante. Au lieu d'une natte de racines, peu profonde et fragile, vous développez un ancrage profond et structurel. Mais la véritable merveille se produit lorsque les racines,
entrent finalement en contact avec l'argile. C'est là que le thigmotropisme, la réponse au toucher physique, se combine à l'hydrotropisme pour créer une étreinte symbiotique. Déterrez une holla après une seule saison de croissance, et vous verrez quelque chose qui ressemble à un organe extraterrestre. Les racines ne se contentent pas de toucher le pot, elles l'enveloppent. Elles tissent un panier dense et complexe autour de la terre cuite, pressant leur poil absorbant directement contre les micropores de la céramique. C'est la poignée de main hydraulique. La plante ne cherche plus d'eau dans le sol, elle boit directement dans le réservoir. Le transfert d'efficacité ici est absolu. Il n'y a pas de perte de transit. Il n'y a pas de concurrence avec les mauvaises herbes, car les mauvaises herbes à la surface meurent de faim, tandis que la culture en dessous se régale. Cette boule de racines denses agit également comme un isolant physique pour le pot, réduisant encore toute évaporation minime. En forçant la plante à travailler pour son eau, vous avez involontairement créé un organisme résistant à la sécheresse, ancré par un système racinaire physiquement robuste et hydrologiquement indépendant des prévisions météorologiques. Nous avons établi la suprématie du récipient unique, mais nous ne sommes pas là pour servir de garçon d'eau pour nos légumes. Nous sommes des ingénieurs de l'autonomie, et le travail manuel est l'ennemi de l'échelle. Pour transformer un jardin d'une collection d'individus assoiffés en un organisme unifié et autorégulé, nous devons invoquer la loi des vases communicants. C'est là que nous abandonnons l'arrosoir et construisons le réseau gravitaire. En reliant le col de chaque holla enterré à une simple conduite d'alimentation et en les reliant à un réservoir central, un récupérateur d'eau de pluie ou un fût légèrement surélevé au-dessus du niveau du sol. Nous créons une communion hydraulique qui défie la logique de l'irrigation moderne. C'est l'intégration systémique. Dans un système pressurisé standard, vous avez besoin d'un zonage complexe, de vannes solénoïdes et de contrôleurs pour vous assurer que chaque rangée reçoit de l'eau. Dans le réseau gravitaire, la physique fait la comptabilité pour vous. Parce que l'eau cherche son propre niveau, l'ensemble du réseau agit comme une seule masse d'eau. Lorsqu'un plant de poivron assoiffé à l'extrémité du jardin puise de l'humidité dans son holla, le niveau d'eau dans ce pot spécifique baisse. Instantanément, la gravité force l'eau du réservoir central à se précipiter à travers les conduites et à égaliser la pression. Le système s'équilibre en temps réel. Il n'y a pas de pompe qui ronronne en arrière-plan, pas de compteur d'électricité qui tourne. Le coût énergétique est nul, car l'énergie potentielle a été récoltée lorsque vous avez rempli le réservoir. Vous avez effectivement transformé toute votre ferme en un seul système circulatoire massif, où le cœur est un récupérateur d'eau de pluie, et les veines sont enterrées profondément sous terre, vibrant silencieusement en réponse à la transpiration des feuilles. Vous remplissez un réservoir une fois par semaine, et la physique de l'équilibre arrose tout le paysage. Nous sommes arrivés à la vérité finale, et elle n'a rien à voir avec l'horticulture. Il s'agit de souveraineté. L'holla n'est pas qu'un pot en argile. C'est une déclaration d'indépendance vis-à-vis d'un système conçu pour vous maintenir lié au compteur. Chaque fois que vous enterrez un récipient, vous sectionnez un cordon ombilical microscopique qui vous lie au complexe industriel. Vous choisissez le silence de la physique plutôt que le bruit des pompes. Vous choisissez la résilience de la terre plutôt que la fragilité du plastique. Le jardin moderne est devenu un endroit bruyant et angoissé, rempli du sifflement des pulvérisateurs et du cliquetis des minuteries, un rappel constant de notre tentative désespérée d'imposer notre volonté à la nature. Mais le jardin autonome est silencieux. Il travaille lui dans l'obscurité, régi par les lois éternelles de la thermodynamique, indifférent aux défaillances du réseau électrique ou aux fluctuations de la facture d'eau. Regardez votre terre. Est-ce un patient sous assistance respiratoire,
branché à des tubes et des capteurs, haletant à la recherche d'humidité dès que la technologie tombe en panne, ou est-ce une forteresse? Le plan pour libérer votre sol est sous vos pieds depuis 2000 ans. Il ne nécessite pas de mise à jour logicielle. Il ne nécessite pas d'abonnement. Il ne nécessite que de la terre, de l'eau et la volonté de creuser. Le choix est terriblement simple. Vous pouvez continuer à être un consommateur, achetant des solutions temporaires à des problèmes permanents, colmatant les fuites d'un système conçu pour échouer. Ou vous pouvez devenir un architecte de l'autonomie. La sécheresse arrive, les prix augmentent, le plastique se fissure. La seule question qui reste est la suivante. Lorsque l'eau cessera de couler du robinet, votre jardin mourra-t-il ou boira-t-il déjà dans les profondeurs?